La troisième, c'est le titre. La troisième, elle revient. C'est toujours la première, comme dit Gérard de Nerval. Dix-septième séance de la troisième. Donc aujourd'hui, on entame quelque chose d'un peu novateur par rapport à d'habitude, puisque pour la première fois, on n'aura pas d'audio, c'est-à-dire l'enregistrement de Lacan lui-même, puisqu'on a passé tous les extraits de la troisième en intégralité. Donc on a fait la dernière fois une petite séance intermédiaire avec cette déclaration à France Culture, qui permet de faire le lien avec maintenant notre manière d'essayer de relire cette troisième, c'est-à-dire de prendre un petit extrait et plutôt que d'écouter Lacan, puisque pour tous ceux qui veulent l'entendre, il y a à la fois les enregistrements de Patrick, mais aussi les autres séances de la troisième. Donc on va lire un petit passage et puis on va essayer de déployer ce qui est contenu dans ce passage et qui est induit par, normalement, les lectures que nous avons faites jusqu'à maintenant, c'est-à-dire les déploiements de la troisième. Alors là, c'est un petit passage qui est situé à la 56e minute, donc je vais le lire. La psychanalyse, socialement, a une autre consistance que les autres discours. Elle est un lien à deux. C'est bien en ça qu'elle se trouve à la place du manque de rapport sexuel. Ça ne suffit pas du tout à en faire un symptôme social, puisque le rapport sexuel, il manque dans toutes les formes de société. C'est lié à la vérité qui fait structure de tout discours. C'est bien pour ça, d'ailleurs, qu'il n'y a pas de véritable société fondée sur le discours analytique. Il y a une école qui, justement, ne se définit pas d'être une société. Elle se définit de ce que j'y enseigne quelque chose. Si rigolo que ça puisse paraître, quand on parle de l'école freudienne, c'est quelque chose dans le genre de ce qui a fait les stoïciens, par exemple. Même les stoïciens avaient quand même quelque chose comme un pressentiment du lacanisme. C'est eux qui ont inventé la distinction du signans et du signatum. Par contre, je leur dois, moi, mon respect pour le suicide. Naturellement, ça ne veut pas dire pour des suicides fondés sur un badinage, mais sur cette forme de suicide qui, en somme, est l'acte à proprement parler. Il ne faut pas le rater, bien sûr. Sans ça, ce n'est pas un acte. Bon, il fait quand même, là c'est un peu dur à entendre, il fait quand même référence à Socrate et à Empédocle. C'est ça qui compte, parce que le suicide dans la clinique, il est complètement opposé à cette position. Il s'en fout pas, quoi. Oui, et puis c'est là où il faut bien faire la différence entre le suicide symbolique, donc en tant qu'acte, puisqu'en psychanalyse, ce qu'on appelle un acte, c'est la suspension de la causalité entre les paroles et ce qui est appelé normalement les actes, normalement. Donc avec le suicide dans la réalité. C'est-à-dire le suicide symbolique suspend la réalité en tant que telle, puisque ce que partage la psychanalyse avec l'acmé de la pensée philosophique, c'est-à-dire l'enseignement de l'idéalisme allemand, notamment Hegel, c'est que, et qu'a perdu depuis la psychanalyse molle, c'est-à-dire la psychanalyse molle qu'on enseigne à l'université, etc., parce qu'elle est prise dans le discours universitaire, ce qu'elle a perdu, c'est le fait que la réalité n'est pas donnée à l'avance, c'est-à-dire qu'elle est constituée par le sujet, c'est ce que découvre Hegel, et qui va être complètement renié par la suite, sauf bien sûr par Lacan, puisque l'acte, à ce moment-là, c'est de suspendre cette réalité-là. Donc on en a un exemple absolument merveilleux dans le film de Rossellini qui s'appelle Stromboli, où Ingrid Bergman, donc, qui épouse un
pêcheur dans une île perdue de Stromboli, va se retrouver complètement intégré dans une espèce de société où sa réalité est constituée par une espèce de dimension archaïque des relations sociales où les femmes sont maltraitées, etc. Et puis elle va vivre une sorte d'épiphanie en s'évadant et en allant se confronter au réel qui est représenté par le volcan Stromboli. Et là, on a l'exemple même de, justement, ce qu'il en est, on pourrait dire, d'une fin d'analyse, en tout cas la destitution du grand autre, c'est-à-dire que tout ce qui sont les liens socio-symboliques du sujet à la société sont suspendus. Là, on a un acte qui est justement pas la même chose que le suicide dans la réalité, puisque le suicide dans la réalité, il fait toujours appel à une justification vis-à-vis de l'autre. C'est comme une forme de clamer l'injustice et l'impossibilité de vivre sa position, qui est un message posthume adressé à l'autre comme étant l'impossibilité de vivre, etc. Donc le suicide symbolique en tant qu'acte, c'est pas le suicide dans la réalité, qui n'est pas un acte justement, et bien sûr qui n'est pas à confondre avec... Ce n'est pas un passage à l'acte. Ce n'est pas un passage à l'acte. Alors, pour revenir à Socrate, justement, qui est important dans l'affaire, c'est que Socrate accepte de mourir, c'est-à-dire que c'est quand même un suicide, parce qu'il aurait très bien pu, au cours du procès qui lui est fait, revenir sur ses positions, et il aurait été absous, parce que c'était quand même un habitant, enfin c'était un des maîtres de la cité comme les autres. Simplement, le geste de Socrate, c'est que il disparaît non pas parce qu'il en a marre de vivre, mais parce que il faut que la cité subsiste après sa mort. C'est pour ça qu'il fait ça. Ça, c'est un point très important. Oui. C'est pour ça que ça a un sens, ça a une portée symbolique. Hein. Oui, oui. Voilà. Et ce n'est pas vraiment peut-être à assimiler à la notion de sacrifice, hein, pour autant. Oui. C'est puisque, pas en termes de sacrifice. Voilà, c'est il ne se sacrifie pas. Voilà, puisqu'on peut dire que s'il y a vraiment une vertu à la psychanalyse, c'est de permettre au sujet d'éviter l'incroyable tentation que représente le sacrifice. Puisque le sacrifice, il est toujours un message de désespoir adressé à l'autre, d'une manière ou d'une autre. Hein, même jusqu'au dernier ressort, c'est-à-dire sa propre mise à mort, elle est un message adressé à l'autre. Or, une psychanalyse qui arrive à son terme passe par l'épisode du grand autre barré, c'est-à-dire la destitution de l'autre, le fait d'assumer son manque constitutif. Donc évidemment, la mort de Socrate n'est pas du tout à considérer comme un sacrifice, parce que il est allé au bout de son propre destin, et c'est un choix d'homme libre qu'il a fait, puisqu'il était un des seuls à avoir la parole libre. Donc c'est là où ça mène à la liberté de la parole, c'est-à-dire aux confins où elle est irrecevable socialement, parce qu'elle a un côté extrêmement subversif, bien sûr. Alors, on revient au début du texte, oui. Parce qu'il y a déjà un point, c'est que la psychanalyse, donc, qui est le seul lien social à deux, c'est ce que dit, c'est le seul type de discours qui est un lien social à deux. Bien entendu, ce deux, c'est beaucoup plus complexe, mais c'est ça. Mais alors, il vient à la place du manque de rapport sexuel. C'est ça qui est important, puisqu'il avait sorti quelque temps avant, il n'y a pas de rapport sexuel. Donc, mais il n'en fait pas un symptôme, pour la raison que il a établi, c'est lui le premier qui l'a fait, hein, il a établi un discours psychanalytique, le discours de l'analyste, c'est-à-dire c'est quelque chose de nouveau même par rapport à Freud. Il a donné une articulation logique de ce qu'est le dispositif de la pratique analytique. Donc ça n'est pas un symptôme. Alors, symptôme social, il en avait parlé dans la troisième en disant que le seul symptôme social, c'est que tous prolétaires, hein, c'était ce qu'il disait, avec une définition qui vient de Marx, qui n'ont pas de liens sociaux ils n'ont pas de liens sociaux, pas de lien de discours pour faire lien. C'était ça qu'il définissait comme ça. C'était une définition qui ne renvoie pas forcément à la classe ouvrière ou aux riches, mais que tous, dans le discours capitaliste, on est sous ce registre-là. On n'a pas de discours pour faire lien. Alors, la question qui se pose, c'est que, il dit que
dans les autres discours, il y a aussi le manque du rapport sexuel, mais qui ne se situe pas du tout de la même façon. Hein? Oui. Et donc, moi je pense, parce qu'il n'a pas beaucoup insisté là-dessus, je crois que à partir du moment où un registre de savoir ou de structure est pris dans un lien social avec un discours articulé, ça ne peut pas faire symptôme. C'est une façon de donner une solution à ce fait qu'il n'y a pas de rapport sexuel. Alors, rapport sexuel, on peut revenir là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Justement, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, deux mots, c'est simplement la première. J'ai cherché la première occurrence. Je l'ai ici. Je l'ai trouvé. Enfin, pas peut-être la première occurrence, si mais la même, alors il dit j'ai énoncé en le mettant au présent qu'il n'y a pas de rapport sexuel. C'est le fondement de la psychanalyse. Tout au moins, me suis-je permis de le dire. Il n'y a pas de rapport sexuel, sauf pour les générations voisines, à savoir les parents d'une part, les enfants de l'autre. C'est à quoi part, je parle au rapport sexuel, c'est à quoi part l'interdit de l'inceste. Alors, je ne sais pas si c'est la première occurrence, mais là... Non, mais moi j'ai d'abord voulu trouver la première occurrence. D'accord. Parce que le manque, il en parle depuis le début. Et la première occurrence que j'ai trouvée date de l'envers de la psychanalyse en mai 71, où il dit dans son séminaire, il n'y a pas de rapport sexuel. Alors vous imaginez à l'époque l'effet de bombe. C'est plus qu'une bombe, quoi. C'est vraiment un truc énorme, et c'est d'autant plus énorme que même encore maintenant, si vous prononcez ce type de phrase dans des milieux qui ne nous connaissent pas, tous les gens sont absolument effarés, quoi. Parce que vraiment, ils disent qu'est-ce que c'est que ces histoires. Bon, il n'y a pas de rapport, c'est là qu'il a mis. Et puis alors, puisque tu as pointé la chose, bon, on va quand même rester sur cette histoire. Il faut bien entendre dans « il n'y a pas de rapport sexuel », une première chose, c'est que c'est le mot « rapport ». Ça veut dire que c'est quelque chose qui s'écrit. Qui est rapporté. Hein, c'est inscrit, on peut inscrire une formule sur le sexe. Or, justement, il a toujours, depuis le début, pointé que on ne peut rien savoir sur le sexe. Et il a même donné 3 pôles de ce que serait le savoir inconscient. Par exemple, un premier pôle, c'est qui sait, parce que c'est un savoir, l'inconscient, c'est un savoir fait d'une articulation signifiante dont il n'y a pas de sujet. Quand on dit sujet de l'inconscient, ça veut simplement dire que c'est un sujet qui peut être déchiffré dans une cure. Sinon, pendant la cure, dans les interprétations éventuellement. Donc, il y a qui sait tout, personne. D'autant plus que celui qui sait ne sait pas ce qu'il a constitué. Ça, c'est un premier pôle. Le deuxième pôle, c'est que justement, comme vous pouvez le constater tous les jours, le sujet s'indétermine dans le savoir. D'ailleurs, quand vous lisez des œuvres de savoir et des choses comme ça, vous ne savez plus où vous êtes. Vous vous repérez pas, c'est bien connu ça. On entend bien ce que ça veut dire. Et ce savoir, justement, se définit comme ce qu'il a dit la dernière fois, on a entendu, comme une butée sur le sexe. Impossible à savoir sur le sexe. Alors, il propose d'écrire ça, la sexe, c'est-à-dire L', le sexe, et puis, entre parenthèses, il met ualité. Donc, quand nous parlons de sexualité, nous ne parlons pas du tout du sexe, dont il est impossible de savoir quoi que ce soit, parce que c'est un réel. Et là, le sujet pris là-dedans est obligé de retrouver des repères ailleurs, et il va prendre, lui, justement, sa certitude de l'impossible. C'est-à-dire que quand, donc vous avez tous l'expérience de ça, quand vous avez affaire à un vrai impossible, reconnu, ça vous soulage et ça vous donne une certitude. Parce que si vous avez toujours du savoir à votre disposition, vous êtes constamment en train de réfléchir où est-ce que je vais pouvoir mettre le point final. Alors voilà ces 3 pôles qui sont repérés par rapport à « il n'y a pas de rapport sexuel ». Alors justement, il n'y a pas de rapport sexuel, ça veut dire tout simplement qu'il n'y a pas de réponse sexuelle à la question de l'être sexué. Donc il y a de la sexualité, bien sûr, mais ce n'est pas dans la sexualité que réside la réponse.
puisque, en fait, dès qu'il y a sexualité, il y a toujours une mise en relation, on va dire, non pas comme dans l'espèce de fantasme habermasien de la communication en tant que médium a priori intersubjectif, etc., mais d'un sujet avec un objet. Donc il y a une oscillation sans arrêt du sujet qui vise un objet et de se faire lui-même objet par rapport au désir de l'autre. Donc il peut pas y avoir de rapport sexuel puisque rien ne peut s'écrire, puisque c'est une relation entre un sujet et un objet qui oscille tout le temps. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de réponse sexuelle à la question de l'être sexué. Donc il n'y a pas de rapport sexuel, sauf pour les générations voisines. Alors ça, c'est quand même quelque chose qui, je pense, attire un peu l'attention. Qu'est-ce que ça veut dire, hein ? Ça veut dire qu'en fait, entre la mère et l'enfant, il y a des signifiants qui vont passer au moment du corps à corps, de la tétée, par exemple. Il y a des signifiants qui passent et l'enfant, il est baigné dans le langage à ce moment-là, mais il en est imprégné. Il ne prend pas le langage comme un apprentissage, il n'a rien à apprendre là. Il est directement imprégné par le langage. Donc il y a une transmission, peut-être la seule transmission qu'il y a, elle est à ce moment-là, mais elle est directe comme transmission. Et évidemment, quand il dit la loi de l'inceste, c'est que ça ne peut pas durer éternellement. Hein. Il faut arrêter le truc, parce que sinon ça ne va pas marcher. Donc au début, il y a cette imprégnation. C'est là où il dit que là, il y a du rapport sexuel. Donc on voit que ça n'a rien à voir avec la sexualité, le rapport sexuel, puisque c'est de la transmission de signifiants dans un corps à corps où ça se passe par une imprégnation. C'est important de dire ça parce que on a reproché à Freud depuis toujours son pansexualisme. Or justement, Freud, c'est pas un pansexualisme, c'est au contraire un asexualisme, tout le temps qui revient. Hein. Oui. C'est important. Parce que dès qu'il y a le langage, il y a mise en place d'une combinatoire signifiante qui peut être calculée, qui peut permettre des calculs de probabilité, de tout ce qu'on voudra, de sondage, de tout ce qu'on voudra, mais au fond, le sujet, il apparaît dans cette combinatoire signifiante comme un manque. Il est toujours en manque par rapport à ça. Il manque à la combinatoire signifiante. Hein, c'est important de comprendre ça. Le sujet dont on parle, c'est évidemment toujours le sujet du signifiant pour l'instant. Ouais, hein ouais. Tu es d'accord avec ça? Oui. Et puis justement, donc c'est peut-être là où on a une manière un peu rapide, mais de comprendre l'écart qu'il y a entre imaginaire, symbolique et réel quand il s'agit d'une différence. Donc s'il n'y a pas de rapport sexuel, c'est parce qu'il n'y a pas de complémentarité entre les sexes. C'est-à-dire que comme on est dans une espèce de baigne dans un imaginaire qui est lié au discours dans lequel on a été plongé, donc on voit une prise mâle et une prise femelle qui s'encastrent, on dit ah bah oui, c'est complémentaire. Donc, mais entre l'homme et la femme, il n'y a pas de complémentarité, puisque l'homme et la femme sont tous les deux, en tant qu'êtres sexués, deux manières de rater leur incarnation. L'homme comme homme, la femme comme femme, mais ces deux ratages-là ne se complémentent pas. Et là, on a la clé de ce qui est la différence en tant qu'imaginaire. La différence imaginaire, c'est la différence qui met en scène une complémentarité. Le yin et le yang, la lumière et l'obscurité, la nuit et le jour, voilà. La dualité. Là, on est dans une différence imaginaire, puisqu'on est dans une différence où les termes de la différence se complémentent. La différence symbolique, c'est déjà pas ça, puisque dans le jeu des signifiants, on l'a vu, ce qui différencie un signifiant d'un autre signifiant, c'est juste un écart avec cet autre signifiant. Une différence absolue. Voilà, entre le P et le B, il y a juste une nuance qui fait un écart, mais le P et le B ne se complémentent pas. Donc la différence, elle est une différence absolue, en tant que différence. Et le réel, alors là, c'est le truc le plus intéressant, c'est que c'est dans la première, je crois que c'est une des premières leçons de la science de la logique de Hegel, c'est que il est impossible de saisir l'un des deux termes sans que l'autre soit nié. Donc dès qu'on veut saisir l'être, on se retrouve avec rien. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas... L'écart, il est absolu et radical au point où on ne peut même pas envisager l'autre directement.
Donc on est là dans trois registres de différence, la différence imaginaire, différence symbolique et différence réelle. Et il n'y a pas de rapport sexuel, ça veut dire qu'on est dans le réel. Bon, ben, puisque tu parles de ça, du fameux rien, on va revenir, on va le cerner dans un de nos schémas qu'on a étudié plusieurs fois ici. Le voilà. En fait, bon, la combinatoire signifiante qui exprime éventuellement ce schéma, vous voyez qu'il y a quatre pôles comme ça. Donc le sujet du signifiant, il circule dans dans ce schéma, dans un espèce de cercle sans fin. Et vous voyez que, par exemple, mais ce qui se passe, c'est que lui qui se présente avec son discours de la demande, il va demander quelque chose et il va aboutir à un rien. Il y a donc d'un premier temps, il passe d'un peut-être, une espoir qu'il a, à rien. Parce que le grand autre n'existe pas, mais en même temps, il est le lieu de tous les signifiants. Donc vous voyez, il y a un peut-être rien. Ça remonte au niveau de la pulsion, et au niveau de la pulsion, laquelle cherche à se satisfaire, le sujet peut espérer obtenir quelque chose, et il va dire peut-être, hein, il reprend sa chance à nouveau, et il retombe sur un rien. Vous voyez, c'est ce que tu as parlé des riens, il y a deux types de riens à deux niveaux. Au niveau de l'énoncé, qui est ici, et au niveau de l'énonciation. Qui est en haut. Peut-être rien, peut-être rien. Alors. Très bien. Alors, si on reprend le tout début, la psychanalyse socialement a une autre consistance que d'autres discours. On se souvient comment c'est né la psychanalyse, c'est-à-dire que dès qu'on est dans un genre de discours, donc les gens vont voir des médecins, donc Freud est médecin, et normalement, les gens qui vont voir les médecins, ils écoutent les médecins. Et les médecins leur disent, ils les signifient. Tu as ça, il faut prendre ça, ils leur donnent des ordonnances, etc. Pour la première fois, donc, Freud, il inverse les choses, et il se met à écouter. Et il se dit, c'est pas moi qui ai la vérité. En fait, elles ont une vérité, les hystériques, les femmes, bien sûr, qu'elles ne savent pas. Elles ne savent pas qu'elles savent ce qu'elles ont. Et donc, il les écoute. À partir de là, Lacan, lui, bien sûr, qui est celui qui, il faut le dire quand même, c'est celui qui sauve Freud de l'oubli. C'est tellement subversif ce qu'il amène Freud. Et il a tout de suite été... le révisionnisme, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein, c'est-à-dire, dès les premiers temps, tout de suite, le noyau subversif de la découverte freudienne a été recouvert, notamment à l'école de Francfort, Erich Fromm, tout ça, tous des gens qui ont recouvert ce truc-là, parce que c'est ultra subversif, la psychanalyse. Lacan le sauve de l'oubli, en justement structurant cette approche-là et en accouchant de cette matrice des discours. Donc le discours de l'analyste, effectivement, il a une autre consistance que les autres discours, mais pour autant, il n'invalide pas les autres discours, comme le dit Lacan, parce que comme c'est le dernier arrivé, rétroactivement, il permet de comprendre les autres discours, comment ils fonctionnent, et comment ça commence l'histoire. Donc ça commence, vous vous souvenez, peut-être les séminaires de Patrick, il en a fait un directement sur les 4 discours, et puis il en a fait un aussi sur le chasseur, sur le graphe du désir. Donc pourquoi c'est obligé de commencer par le discours du maître, et ensuite, donc, progressivement, comment apparaissent les autres discours. Donc la psychanalyse, elle a une autre consistance, parce que justement, ce lien à deux, on l'a vu, c'est que par rapport aux autres discours, même quand l'analyse est finie, pour autant qu'elle aille à son bout, parce qu'on voit là maintenant qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont allés au bout de leur analyse, que l'analysant va faire couple dans son lien à deux avec le couple analysant-analyse, pas avec son analyse, on ne va pas rester toute sa vie non plus allongé sur un divan, mais une fois qu'on est sorti de là, ça veut dire que dans nos relations aux autres, on est toujours dans une dimension interprétative et normalement on est allé au-delà de l'inexistence du grand autre. On a survécu justement cet acte-là qui est une forme de suicide symbolique, il faut le dire, c'est-à-dire ne plus prendre ces signifiants dans le système socio-symbolique qui, a priori, signifie le sujet, mais pas le sujet de l'inconscient, le sujet du discours capitaliste en ce moment, quoi. C'est-à-dire que vous êtes signifié comme ci, comme ça, etc. On les a mis au tableau, hein, parce qu'on parle des discours. Alors, est-ce que on a bien exploré est-ce que ça s'entend comment ça veut dire il n'y a pas de rapport sexuel? Ça permet par exemple à Lacan de dire, à partir de ces formules de la sexuation,
C'est-à-dire, il met un côté homme, ça veut pas dire l'homme, ça veut dire l'homme gérénique. Ce qui définit l'homme, ce sont justement son rapport à la fonction phallique. Hein. C'est-à-dire que tous les hommes sont châtrés. Oui. C'est ça que ça veut dire. Hein. C'est-à-dire qu'ils dépendent, ils sont pris dans la fonction phallique. Mais ça ne peut exister, le tous, que parce qu'il y a un être d'exception, il y a une exception à cette règle, c'est-à-dire un être, alors c'est le mythe bien sûr, un être qui dit non à la castration. C'est le père de la horde primitive qui jouit de tout le monde, des femmes mais aussi des hommes. Il jouit de tout le monde, et un jour, les enfants ils en ont quand même marre, ils se révoltent, ils le tuent, ils le mangent, et après l'avoir mangé, donc à participer d'une jouissance quand même un peu perdue, parce que manger le cadavre du père tué, ça mène pas à jouir de toutes les femmes. Eux-mêmes décident de fonder une société des frères, et dans laquelle ils posent qu'ils renoncent à la jouissance du père originaire, et curieusement, il pourrait aussi aller se tourner vers les femmes qui sont là, puisque toutes ces femmes qui sont leurs sœurs ne sont pas les filles de la même mère. Ils pourraient le faire. Mais ils s'interdisent aussi les femmes qui, vous l'avez remarqué, ne se révoltent pas dans ce mythe. Hein. Elles sont là, c'est pas du tout posé que les femmes participent et encourager les hommes à se battre. Mais ça fonde une société sur une loi d'interdit de l'inceste, en tant que c'est la jouissance de cet être, bien sûr, qui n'est possible que pour lui. Pour les autres, c'est définitivement foutu. Et ça fonde aussi les lois de l'exogamie. C'est comme ça qu'une société se met en place. Hein. C'est un mythe. Alors le mythe, il faut bien le prendre parce que le totem et tabou, il est toujours lu de travers. C'est un mythe que Lévi-Strauss a reconnu comme tel. Il a même dit que c'était même peut-être le seul mythe moderne qui tenait la route et qui avait été inventé dans l'époque moderne. Le mythe, c'est simplement donner une structure symbolique au réel impossible à dire, c'est-à-dire au réel comme impossible, toujours à l'origine. J'ai écouté ce matin une émission de radio avec Richard Klein, comme ça, et on lui a posé la question de l'origine. Il dit, vous savez, l'origine, on ne sait pas ce que c'est, parce que l'origine, il peut y avoir Dieu, et puis il peut y avoir quoi? Il dit, les savants, ils pensent qu'il y a eu de la matière, mais cette matière, elle vient d'où? On peut pas poser cette question, c'est une question déconnante. Et il expliquait très bien que dans la science actuelle, ce sur quoi on travaillait, c'était pas sur une hypothèse des origines. Ça vous rappelle que pour Lacan et pour nous, d'une façon générale, on ne s'interroge pas sur l'origine du langage. C'est-à-dire que le langage, il est déjà là, on n'y peut rien, c'est comme ça, et on a affaire toujours à des constructions langagières dès qu'on s'avance dans le savoir. Et lui, il dit que voilà, c'est exactement pareil pour la science. Donc, elle n'observe que des phénomènes, il l'explique très bien, qui sont visibles. Il y avait le cyclotron, il y a tous ces trucs-là, en disant qu'au fond, on n'explore pas dans la science l'origine de l'univers, parce que c'est un truc impossible, mais on arrive avec des appareils particuliers à faire des contractions telles qu'on observe des phénomènes de particules et de choses comme ça, qui permettent de se dire, voilà comment s'est constitué l'univers. Hein. Et c'est tout, c'est important qu'il apporte cette nuance-là. Et dans la psychanalyse, c'est la même chose. On observe non pas l'origine, mais on observe qu'on est toujours ramené à des effets de la structure langagière. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Des effets de la structure langagière qui amènent à différencier justement la grammaire de la logique. Donc à mettre en place la logique. La logique, c'est ça. Donc la logique, c'est ce qu'on vient de voir avec l'appel au mythe, c'est-à-dire que quand on est dans un arsenal conceptuel extrêmement rigoureux, par exemple comme celui de Freud ou celui de Lacan, au bout de l'utilisation rigoureuse de tous ces concepts, il y a un trou. C'est-à-dire que la logique elle-même est trouée. C'est là que vient apparaître le mythe.
Le mythe est ce qui empêche la logique de s'effondrer sur elle-même. Donc c'est le point, justement, qui fait dire que pour qu'il y ait du tout, il faut qu'il y ait du pas tout. Il faut qu'il y ait une exception. C'est ça la logique. La logique, on la retrouve donc dans la sexuation, donc le choix forcé. On avait vu la première séance de la troisième. Donc dans le « je pense, donc je suis » cartésien que reprend Lacan, le cogito. Donc déjà, il y a un choix qui se fait là entre le « je pense » et le « je suis », qui va déterminer donc les positions féminines et masculines, là, à ce moment-là. On retrouve d'ailleurs, ça c'est pour les spécialistes, les grands lecteurs, donc on va retrouver les antinomies kantiennes, c'est exactement la même chose en fait, puisque dans la logique masculine, on est tous châtrés, comme dit Patrick, sauf un, mais qui est un point de logique, il n'a pas existé dans le réel, le père. Ou plutôt, il existe au sens qu'il est un point de référence logique qui permet que tout le reste prenne place, mais on ne peut pas le trouver, on ne va pas le rencontrer. C'est pour ça qu'on met Dieu. Voilà, Dieu vient à cette place-là. Tandis que pour les femmes, le pas toutes des femmes, c'est l'autre côté, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui vienne faire exception. Donc, elles ne sont pas toutes. Donc, quand il dit « la femme n'existe pas », ce qu'il faut entendre, c'est que dans le « existe », elle ne peut pas être inscrite sur le symbolique. Mais par contre, toutes les femmes, elles, existent, puisqu'elles sont le réel. Donc, dans le non-rapport sexuel, les hommes et les femmes ne sont pas du tout orientés de la même manière, a priori. C'est très différent. Bien qu'il y ait un invariant, c'est que chacun se cherche lui-même comme sujet parmi le monde des objets, de se rencontrer. Donc, quand on dit qu'il n'y a pas de rapport sexuel aussi, ça veut dire que je n'ai jamais accès au corps de l'autre. Mais par contre, par l'intermédiaire du corps de l'autre, j'ai accès à mon propre corps en tant que jouissant. Voilà, c'est ça que ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de rapport sexuel. C'est que je n'ai pas vraiment accès au corps de l'autre. Donc il y a cette coupure-là, cette coupure qui est liée au fait que nous soyons castrés. Castrés, ça veut dire juste la castration symbolique, je l'ai dit plusieurs fois, c'est pas, ça veut dire que la castration est symbolique, ça veut dire le symbolique, lui, est castration. C'est-à-dire le fait que nous soyons des êtres de parole, des êtres parlants, des par-lettres, fait que nous soyons absolument coupés de notre corps. On ne peut pas y accéder directement, je suis obligé toujours de passer par le langage pour accéder à mon propre corps sans même y arriver, puisqu'il va falloir que je passe par d'autres protocoles pour essayer juste, non pas d'y accéder véritablement, mais d'accéder à une certaine jouissance de mon corps par l'intermédiaire du corps de l'autre. Donc il n'y a pas de rapport sexuel, il est organisé par rapport à cette dimension-là. Alors il y a quelque chose de très, très, très difficile à comprendre avec les formules de la sexuation, parce que Lacan dit que le sujet, il a le choix. Il peut choisir le côté femme ou le côté homme. Ça a balancé, bien entendu, ça a balancé du côté de la gender théorie en particulier, qui s'est dit, très bien, je décide d'être un homme ou je décide d'être une femme, mais c'est pas du tout, c'est une décision que Lacan pose d'ailleurs en termes qui ne lui est pas habituel, une seule fois, c'est une insondable décision de l'être. Je parle de ça en référence à ce que Freud peut dire du choix de la névrose, de la psychose ou de la perversion. C'est-à-dire qu'au fond, face à la castration symbolique, c'est-à-dire liée à ce qu'il y a du signifiant, et que le bébé, il est obligé de s'y assujettir, puisque il vient au monde comme un être réel, comme c'est une palpitation de vie, et il a affaire, et puis il a un corps comme ça, mais il a affaire à une mère qui, déjà, du fait qu'elle rythme les façons de s'occuper de lui, introduit du symbolique dans son histoire. Et évidemment, quand ça marche pas bien, ça barde un peu. Donc il a des difficultés à s'assujettir. C'est pas facile de rentrer dans le discours. C'est difficile, d'autant plus qu'on est parasité par le langage et qu'on a affaire à ça, quoi. Pour passer de la lalation à la langue en un seul mot, à la langue de tout le monde, il y a un parcours à faire et c'est pas toujours facile. Alors évidemment, cette espèce de choix comme ça du sexe, c'est pas facile parce que
quel est le réel enjeu pour qu'un sujet qui serait normalement considéré comme un mâle et une femme considérée comme une femelle, après tout au sens animal du terme, parce que les animaux ils se trompent pas, hein, pas beaucoup. Ils se trompent un peu, les chiens se trompent de temps en temps, ils font une erreur, ils prennent une table pour une chienne, enfin bon, les singes aussi de temps en temps, ils bricolent un peu de ce côté-là. Mais comment ce choix se fait comme ça, d'une façon tout à fait précise? Ça c'est quelque chose qui n'est pas très élucidé, justement par le fait qu'il n'y a pas de rapport sexuel. Oui. Parce que si ça pouvait C'est s'écrire... le réel, ça. Oui, si ça oui, c'est parce que justement il y a le réel. Mais attention, le réel, il faut l'entendre comme c'est pas la réalité du corps ni des organes. Non. C'est le réel du sexe dont on ne sait pas ce que c'est, puisque même les biologistes, ils finissent par tomber sur des chromosomes, et Dieu sait si les chromosomes par rapport à l'ovule, il s'est passé des choses nouvelles entre-temps. On s'est aperçu que peut-être les chromosomes, les spermatozoïdes n'avaient aucune fonction dans l'ovulation, si ce n'est une fonction d'induction, et puis après, c'était fini. Ça, on en est là au niveau des études de la biologie. Bon, voilà, c'est quand même... Il faut dire que là, il y a moi, en tout cas, pour moi, il y a un flou. Il y a un flou qui est posé justement à cause de cette histoire de... il n'y a pas de rapport sexuel, donc c'est quasiment un axiome absolu. Et puis d'un autre côté, il y a du rapport sexuel entre les générations voisines. Hein. Comment il peut y avoir une inscription directe sur le corps? Freud le dit avec les traces mnésiques, toutes ces choses-là. Bon, c'est des questions qui sont là chez Lacan et qui sont, à mon avis, à explorer, en tout cas à pas faire comme si on était tranquille avec ça. Donc, moi, chaque fois que j'entends dire « il n'y a pas de rapport sexuel », je me demande qu'est-ce que ça veut dire ce truc, parce que si vous parlez dans les écoles analytiques « il n'y a pas de rapport sexuel », tout le monde dit « tout le monde est d'accord, il n'y a pas de rapport ». Mais justement, c'est un sacré problème. Ça veut dire qu'il faut que je considère, quand je suis dans une société, enfin, avec d'autres gens, que moi, il y a quelque chose aussi qui, de ce côté-là, fait sacrément question, hein, même dans la façon dont j'énonce les choses. Parce que je vais vous dire quand même une chose, il n'y a pas de rapport sexuel entre les générations voisines, d'accord, mais Lacan, il va dire qu'il y en a aussi ailleurs. Il y a rapport sexuel entre les générations voisines et rapport sexuel entre les par rapport au fantasme. Hein. Il y a une relation sexuelle par rapport au fantasme. Et puis, il y a un troisième truc, je crois. Voilà, c'est ça. Et aussi, troisième terme, qui est que la parole, c'est un mode de rapport sexuel. Hein, on retrouve une fois de plus la transmission des signifiants qui s'inscrivent dans le corps du sujet en tant que la langue colonise son corps et parasite sa jouissance tout en l'animant. C'est ça qui est toujours posé en termes chez Lacan, très précis. Donc il y a la parole qui fait aussi rapport sexuel. Et c'est intéressant ça. Mais ça, c'est pas des choses... il faut laisser ça pour l'instant avec des petits écarts. Il ne faut pas se dire ça y est, on tient le truc. Ça reste problématique. Hein. Donc se définir comme homme ou comme femme, c'est extrêmement difficile. Hein. Aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Ceux qui sont à l'aise avec ça, vous êtes sûr qu'ils sont en train de vous raconter un bobard. Bon, voilà. Hein. Ça, paradoxalement, on peut le trouver dans un endroit où, a priori, on ne pense pas que ça va être aussi évident, c'est quand on fait du dessin de nu. Parce que le dessin, bien sûr, c'est le nu. Parce que comme on dessine nous-mêmes à partir de notre corps, forcément, dessiner un autre corps essentiellement de femmes, il y a plus de femmes, mais il y a quand même des hommes qui viennent poser, et bien là, on se rend compte des traits spécifiquement masculins et des traits féminins, et qu'il n'y a aucune pureté. Il n'y a pas tout homme ou tout femme. Non, alors il y avait un prof de morphologie que j'aimais bien, là, qui disait que, par exemple, ce qui caractérise les hommes, c'est d'avoir une arcade sourcilière, enfin, a priori, parce qu'il y a toujours des traits
une arcade sourcilière basse qui fait qu'on a un air un peu sombre et menaçant. Par rapport aux femmes qui, elles, ont une arcade sourcilière plutôt haute qui, justement, libère les yeux et fait scintiller comme ça. Aphrodite aux paupières mobiles. Et donc, il y a chaque fois des traits comme ça distinctifs, mais quand on le fait, on se rend compte que... Alors d'abord, premièrement, comme disait Léonard de Vinci, on peut dessiner n'importe quoi, c'est assez complexe, mais ce qui est impossible, c'est de dessiner un corps humain. Même on n'y arrive pas, parce que c'est tout le temps mouvant, ça bouge. Enfin, à un certain niveau de dessin, en tout cas, quand on commence à y voir quelque chose, ça devient impossible. On se demande comment on fait pour rater à chaque fois. Mais en plus, dans les... D'abord, on voit bien que quand on regarde la Joconde, qu'elle est vivante. Je ne sais pas si ça vous fait pas cet effet-là. Quand on regarde la Joconde au bout d'un moment, elle est vivante, quoi. Elle est en train de nous regarder. Oui. Et puis elle nous fait un sourire un peu provocateur quand même. Ça, il y a quelque chose, enfin tout comme... C'est comme ça que je la vois. Tous les tableaux. Tous les tableaux, vous regardez. Oui, tous les tableaux, mais bons je parlais la Joconde parce qu'il parlait du corps féminin et que donc c'est intéressant de voir cette chose-là. Est-ce que je peux ajouter... Vas-y, je t'en prie. Bon, je reviens toujours sur cette ambiguïté homme-femme. Parce que Lacan va finir par mettre des termes là-dessus. Il va parler d'homme couleur de femme, ou il va parler de femme couleur d'homme. Donc vous voyez que c'est pas aussi simple. Et ensuite, il va inventer un autre terme. Il va définir le symptôme il, au sens masculin du terme, et le symptôme elle. Alors, mon symptôme, comme il le dit, mon symptôme ou mon symptôme, c'est la femme que je ne suis pas. Voilà. C'est pour ça qu'une femme est le symptôme de l'homme. C'est comme ça qu'il le dit. C'est-à-dire que c'est vrai que dans l'expérience de la vie courante, pour beaucoup de femmes s'en aperçoivent très bien, c'est que c'est elles qui tiennent le bonhomme. Et il tient debout parce qu'ils ont une femme. Et quand ils se débarrassent de leur femme pour des raisons diversement valables, il leur arrive de sacrées bricoles dans l'existence. D'ailleurs, il y a une histoire ça, à ce propos, c'est l'histoire de Saint-Pierre là qui dit, donc vous voyez arriver tous les hommes comme ça, et dit bon, tous ceux qui se sont pliés au désir de leur femme, vous vous mettez dans cette ligne-là, et les autres dans cette ligne-là. Et pour la première fois, il y en a un qui se met dans l'autre ligne. Alors il dit, enfin, il y en a un qui a suivi son propre désir sans suivre exactement le désir de sa femme. Donc il va le voir et lui dit, et pourquoi vous êtes mis là ? Je sais pas, c'est ma femme qui m'a dit de me mettre là. Donc voilà. Bon alors, je reviens là-dessus. Donc, définition, femme comme symptôme de l'homme en tant que c'est son symptôme à lui. Et ça ne veut pas dire qu'une femme soit très d'accord avec d'être le symptôme de l'homme. Mais enfin, c'est comme ça. Donc, la question revient de la même façon. Qu'est-ce qu'un homme pour une femme ? Il faut bien poser la question de ce côté-là. Et alors, Lacan n'introduit pas une symétrie, sinon on ne s'y retrouverait pas. Il dit, l'homme, c'est un ravage. C'est un ravage pour une femme. Pourquoi c'est un ravage ? Parce que, justement, la femme, elle n'est pas toute dans la fonction phallique. Les hommes, on ne peut pas tellement les ravager parce qu'ils ont un lot de signifiants indéboulonnables et on peut les mettre on peut les remuer dans tous les sens. Ça tient, quoi, ça les tient, quoi. Ils sont beaucoup plus ça idiots. Peut les rendre, voilà, ils sont un peu plus idiots, mais c'est comme ça. Tandis qu'une femme, si on rentre dans le champ de chez elle, qui n'est pas tout, qui est donc une autre jouissance que la jouissance phallique, on fait des dégâts. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Bon, je voulais revenir là-dessus et puis... Alors évidemment, ça veut dire que toute la gender théorie, c'est bidon. Puisqu'ils s'appuient là-dessus, mais en dénaturant la notion de réel, qu'ils ne comprennent pas chez Lacan. Donc ils en font une différence symbolique. S'il n'y a pas de rapport sexuel, ça veut dire que parce que la différence sexuelle, elle est réelle. Donc on ne peut pas la saisir. Il y a des êtres réels. Donc, et puis surtout, c'est comme un écart. Le réel, ce qui a induit en erreur, c'est l'ensemble des métaphores. Il faudra qu'on fasse une fois une séance avec toutes les occurrences du réel et la manière de le définir. Parce que là, on a le roc de la castration, on a des choses comme ça, etc. Et donc, on substantive le réel. Alors que justement, le réel n'a pas de substance.
C'est-à-dire que là, c'est un écart qui est indécelable, indécernable, et qui fait que les choses ne coïncident pas, justement, qu'elles ne sont pas complémentaires. C'est cet écart-là qui est réel. C'est juste les Anglais disent un gap, un trou, quelque chose sur lequel on ne peut pas mettre de mots, mais on ne peut que constater que ça ne marche pas, ça ne se jointe pas. Ouais. Moi, j'ai l'idée des aimants comme ça qu'on ne peut jamais faire coller complètement. Il y a toujours quelque chose qui empêche que ça jointe parfaitement. Donc le réel, c'est effectivement ce qui ne marche pas. On a eu un échange musclé ailleurs sur Das Ding, hein, oui. Par rapport au réel. Oui. Bon, parce que dans son premier schéma du réel, et la première fois où Lacan introduit le terme de jouissance, mais d'une façon conceptuelle, c'est qu'il met un anneau et au milieu, où il y a le trou qui communique avec l'extérieur, il n'y a pas d'intérieur, pas d'extérieur, sur un tore, si vous voulez, il y met, là où c'était la chose, il inscrit la jouissance. Parce que dire la chose, das Ding, c'est déjà un marquage, c'est déjà un codage linguistique du réel, qui lui ne peut jamais être codé, sauf évidemment par l'artifice d'une écriture. Hein. C'est-à-dire que quand il s'agit d'un artifice, et c'est pour ça que on peut avancer dans l'artifice en l'explorant logiquement. Ben justement, là alors c'est très facile en fait, c'est tellement facile, c'est pour ça qu'on ne comprend pas, c'est que l'impossibilité d'écrire devient écrire l'impossibilité. Oui. C'est-à-dire c'est l'écriture elle-même en tant que trace qui dit l'impossibilité, non pas le signifié de ce qui est écrit, mais le trait même de l'écrit. Donc c'est de la logique. Alors là c'est intéressant parce que vous savez que dans la cure, on fait une supposition de savoir. Il y a un sujet supposé savoir. Hein. Quand on va voir un analyste, on projette sur lui sujet supposé savoir. Mais faire très attention au truc, c'est que cette formule est trompeuse, parce que c'est ce qui est supposé, c'est pas le sujet. C'est le savoir. C'est le savoir. Et justement, dans ce que vient de dire Christian, il me donne la possibilité de joindre un truc que j'avais du mal à saisir, c'est que en fin de cure, comme on peut écrire on peut écrire le réel sous la forme d'un artifice. Donc, ça devient un savoir écrit, c'est un écrit, donc l'écrit est fait comme est un savoir, l'écrit c'est un savoir supposé sujet. C'est-à-dire qu'on a fait basculer de l'autre côté. Ouais. Et c'est vrai que quand on lit un texte, au fond, on cherche à se situer comme sujet par rapport à lui. Oui. Alors, il y a des textes qui vous permettent cette opération, même à votre insu, mais qui vous rendent intelligent, ça veut dire qui vous permet de continuer à lire entre les lignes. Et puis, il y a des textes qui coulent du béton et qui vous rendent bête. Hein, c'est vrai ça. Il y a des gens qui vous rendent bête, quoi. Et on rencontre beaucoup ça dans la psychanalyse. Il y a des gens qui ont beaucoup travaillé, qui vous citent des tas de choses, et ils vous rendent bête, quoi. Autant quand on lit Freud, ou qu'on écoute Lacan, ou qu'on travaille Lacan, il nous rend intelligents. Autant des auteurs, ils vous coulent du béton. Ils vous plombent. Ils vous plombent, voilà, je veux dire. C'est-à-dire qu'ils suturent le manque. Il suture le réel qui fait que... Parce que le premier réel dont parle Lacan aussi, c'est le sujet. C'est le sujet, ce n'est qu'une simple fente. Hein, et la définition même de la structure chez Lacan au départ. Hein, c'est ça la structure. C'est une fente. C'est-à-dire que le sujet, il n'a pas à être entifié dans la personne, même si on fait des glissades tout le temps quand on parle pour des raisons de commodité, bien sûr. Mais c'est une fente qui est à l'origine justement de la possibilité de toucher au réel et de se déplacer dans la chaîne signifiante. Hein. Sinon, on serait aussi complètement dépendant d'une chaîne signifiante gélifiée. On ne pourrait plus faire ponctuation, on ne pourrait plus l'interpréter, et elle deviendrait une sorte d'impératif absolu, ce qu'on voit se dessiner dans beaucoup de textes chez les gens qui vous matraquent d'un savoir à savoir, en particulier à l'université. Parce que c'est là que se situe la liberté. C'est-à-dire le sujet, il est lié
à la liberté, au fait que la liberté c'est quelque chose, exactement comme le désir, qui ne peut se conjuguer qu'au futur antérieur. J'aurais été libre, ou c'est ça que j'aurais désiré, parce que c'est ce qui échappe à la chaîne signifiante. Sinon, s'il n'y avait pas le sujet qui justement échappe, puisqu'il est représenté par un signifiant, mais qui le rate, puisqu'il le représente, il le rate, il passe ailleurs. Donc le sujet est toujours ce qui échappe. Donc c'est la possibilité de la liberté. La liberté, elle est là, après coup. C'est-à-dire que sinon, on serait intégralement déterminé par une chaîne signifiante. Donc chosifié, réifié. Donc c'est en ça que c'est ultra subversif, la psychanalyse. Et la manière de lire, forcément. Alors Goethe disait, les braves gens s'imaginent qu'il faut quelques années pour apprendre à lire. Moi, ça fait 80 ans que je m'y emploie, je ne suis pas sûr d'y être encore arrivé. Il est modeste, hein, mais c'est en même temps Goethe. Si vous regardez le dictionnaire de citation allemand, en gros, il représente un quart des citations de toute la langue allemande. Donc, lui, il dit qu'il ne sait pas lire. Donc, quand on voit aujourd'hui le nombre de mauvaises lectures qu'il y a, des gens qui disent un débile comme Onfray qui lit Freud, mais c'est même pas possible, quoi. C'est juste qu'il n'est même pas conformé intellectuellement pour se confronter à ce texte-là. Il ne sait pas lire. C'est pas ça, lire. Est-ce qu'on peut objecter à Goethe? Je m'excuse, je vais objecter à Goethe qui ne disposait pas de la psychanalyse ni de la découverte de l'inconscient pour dire une pareille bêtise. Je m'excuse de dire ça comme ça. C'est que, comme Freud le note, les perceptions, elles s'inscrivent dans l'inconscient sous forme de marques. Hein. Ce sont donc des traits d'écriture. Et quand on parle, justement, qu'on raconte un rêve, qu'on fait un lapsus, un mot d'esprit ou des actes manqués de la vie quotidienne, eh bien, le sujet qui vous parle, vous lisez ce qu'il dit. Oui, c'est ça. En fait, c'est de l'écrit. Hein. Il écrit pendant qu'il parle sans le savoir. Et dans votre interprétation, ce que vous faites justement, c'est que lui, grâce à cette interprétation, c'est-à-dire ça le permet de décoller un peu de son texte, comme quand quelqu'un vous répète ce que vous avez dit, vous pouvez avoir l'impression que ça y est, vous entendez quelque chose que vous avez dit sans vous en apercevoir. Et bien à ce moment-là, si vous voulez, l'analysant, il apprend à lire autrement. Et c'est ça la vertu de... Et il apprend à lire autrement, donc c'est comme ça qu'on apprend à lire. Alors, là, je crois que ce que tu disais à propos de l'apprendre à lire au sens où tu le développais, je ne sais pas si c'était exactement pareil. Si, c'est se lire. Oui, mais c'est aussi il y a quelque chose, il y a un pas supplémentaire à faire, c'est-à-dire qu'il faut apprendre, mais il faut apprendre à apprendre d'abord. On voit bien les drames qui se passent à l'école actuellement sous la forme de ces espèces d'impératifs, de programmes, de choses comme ça, auxquels les enfants répondent comme ils peuvent. Moi qui n'existais pas en mon temps, moi j'ai jamais vécu, quand j'allais à l'école, pour moi c'était très agréable l'école. On se marrait bien, on jouait aux billes, on avait des récréations, on faisait des devoirs, on se copiait les uns sur les autres, enfin on faisait tous les trucs habituels, ce qui ne nous empêchait pas d'apprendre des choses. Mais apprendre à apprendre, c'est ça. Ça veut dire qu'il faut un premier temps saisir ce que ça veut dire que le savoir qui vous est transmis. Et donc ça ne peut se faire que s'il y a une dimension du sujet, c'est-à-dire que on n'apprend que par le biais du désir. Hein. S'il n'y a pas de désir du côté de l'élève, c'est que chez le professeur, il n'y a pas non plus de désir. Ben oui. Parce que comme le désir de l'enfant, c'est le désir de l'autre, il apprendra les objets que celui qui lui enseigne aime. Et il le sait. Et ça, Fénelon l'a très bien étudié, d'une façon très importante, pour signifier qu'il y avait dans l'enseignement une relation entre l'enseignant et l'enseigné, une relation de désir et même d'amour, hein, d'amour de transfert, qui n'est bien entendu pas, comme dans l'analyse, interprétée, parce que c'est dans le transfert qu'on interprète, mais c'est ça qui est opérant. Et on voit des enfants, il suffit d'un lien comme ça, et ça se passe souvent dans l'école, un jour, l'enfant qui patauge, il tombe sur un enseignant, qui l'a bien pris, celui-là, qui l'a pris du côté de ce qu'il est comme sujet et comme désir, et d'un seul coup, vous découvrez qu'il s'est
il retrouve un pan entier de choses qu'on lui avait dites précédemment, qui étaient restées dans un nuage, des pans de l'histoire ou de l'arithmétique, ou des choses comme ça. Vous savez qu'au début, par exemple dans la mathématique, et Lacan dit que est-ce que l'incompréhension mathématique est un symptôme ? Et est-ce qu'il a une valeur de vérité? C'est vachement intéressant parce que justement, si vous parlez avec des vrais mathématiciens, je ne parle pas des gens qui font que des additions et des divisions et des multiplications, ou même les hommes politiques. Bon, c'est que dans les mathématiques, il s'agit de logique, il ne s'agit pas de comprendre. Justement, on ne comprend pas. Et ça, les enfants, on leur dit « t'as rien compris, t'es nul en maths ». Ben, une fois qu'on a mis des signifiants comme ça, des ponctuations comme ça, il est foutu, quoi. Puisque c'est simple comme bonjour les mathématiques, c'est logique, mais ça n'a pas de sens. Par contre, manier des formules logiques à partir de ça, il y a un effet de jouissance très important. Hein. Et ça, c'est ce qui se passe à l'école actuellement, tous les drames de l'apprentissage. On n'apprend pas aux enfants à apprendre, voilà. Et voilà ce qui est donc le lien, hein, grâce à ton sens de... Mon sens de l'humour, tu voulais dire. Voilà. De retomber sur tes pattes. Donc, ouais. On a le lien avec l'école. Bah oui. Hein, l'école des stoïciens. Oui. Qui, justement, la psychanalyse est une école de vie. Sinon, c'est vain. si je vis de la même manière pendant mon analyse et après une analyse, c'est absolument vain. Donc l'école de Lacan, c'est une école d'abord. Il avait mis, comme dans les écoles antiques, pour apprendre un style de vie. Mais et oui. Ça, maintenant, dans toutes ces institutions, c'est comme si, un style de vie, il ne faut pas déconner, quoi. Hein. Justement, c'était un style de vie, donc un mode de rapport de lien social avec les autres, oui. Qui soit fondé sur quelque chose qui concerne la vie. Hein. Et comme la vie est comique, il n'y a pas de raison de s'en priver. Voilà. Voilà. Donc sans humour, pas de psychanalyse. Exactement. Plus on est de sain, plus on rit. Voilà. Bon, peut-être on a fait 1 heure, là, on va pas trop... Oui, ça fait 1 heure. Tu veux qu'on fait juste un peu les questions, parce qu'après... Oui, on va pas faire... On va garder ça pour aujourd'hui. Oui, puis sur l'acte, on reparlera un peu, parce que l'acte, c'est très important. Oui, oui. L'acte, juste un petit mot, le fait de dissocier les paroles et les actes, justement, c'est une mauvaise dissociation, puisqu'en psychanalyse, la parole est un acte. Et on a, là, dans la filmographie, si vous voulez voir ces 2 films, c'est très explicite. Donc, il y a un film d'Hitchcock raté, c'est rare, mais ratage au sens noble du terme, c'est quand même vachement intéressant, c'est La Corde, donc, où... Je dis ça parce qu'il vient de sortir un film qui reprend exactement le même procédé formel, mais pour un tout autre projet, c'est Birdman. Donc Birdman, en fait, c'est un plan séquence du début à la fin. Et La Corde, c'est un plan séquence du début à la fin. Un plan séquence, ça veut dire qu'il n'y a aucune coupure. Donc c'est comme si on passait d'un côté à l'autre de la bande de Möbius sans qu'il y ait de coupe, justement. Il n'y a pas de montage, il n'y a pas de coupe comme ça. Alors dans La Corde, ça a un sens particulier, c'est de dénouer le rapport entre les paroles et les actes, puisque ce sont 2 étudiants qui, ayant pris au sérieux une espèce de prof pervers et débile qu'ils avaient, qui enseignait une espèce de truc pro-nazi, comme quoi les plus faibles devaient disparaître, la loi devait être celle de ceux qui étaient sains, en forme, etc. En fait, ils l'ont pris au sérieux et ils ont tué un de leurs camarades et petit à petit, ils font revenir leur professeur là-dedans, qui est effaré, bien sûr, de ce qui s'est passé, parce qu'il s'est rendu compte, justement, que sa parole, là, avait porté, alors qu'il s'imaginait que sa parole n'avait aucune conséquence, bien sûr, parce que la plupart des gens s'imaginent que la parole n'a pas de conséquence. Donc, ils parlent, ils vous insultent, ils disent n'importe quoi, parce qu'ils s'imaginent que ça n'a pas de conséquence. Donc là, il y a ce film d'Hitchcock, et puis il y a le contrepoint, qui est la réussite absolue, alors, en la matière de la dissociation de l'acte et puis des paroles, on va dire, plutôt que de la parole, c'est le film de Rossellini, Germania anno zero, Allemagne année zéro, où le petit, je ne sais plus comment il s'appelle, Helmut, je crois, va tuer son père, et lui aussi, il a un prof nazi, comme ça, mais sauf que lui, il ne le fait pas
dans le but de plaire à l'autre, c'est-à-dire sur le mode d'être dans un idéal du moi par rapport à un enseignant. Lui, il fait ça parce que ça lui semble évident que c'est la seule solution. Le père lui aurait demandé, et en fait, il met en scène une telle impasse existentielle que son propre suicide à la fin, d'Edmund, c'est pas Helmut, c'est Edmund, apparaît pour le spectateur lui-même comme une libération. Et Rossellini lui-même disait, à partir de ce moment où il y a un acte, c'est-à-dire vraiment ce qu'on a dit au début, c'est-à-dire une sortie de la réalité socio-symbolique, une nouvelle société peut avoir lieu. À partir de ce moment où il faut traverser, le spectateur lui-même, il est convoqué dans cette expérience-là. Donc là, on a la notion d'acte, justement, pourquoi le suicide est-il le seul acte, etc., pour essayer de comprendre ce que ça veut dire, parce que sinon, on patauge un peu. Mais la référence à l'acte, c'est à une raison d'Arthur Rimbaud. oui. Il faut voir comment il parle de l'acte. L'acte, au fond, le canonique, c'est franchir le Rubicon. Ça veut dire que le sujet, il n'est plus le même après qu'avant. Voilà. Et la réalité, sa réalité fantasmatique, qui peut d'ailleurs être collective, parce que la réalité peut être collective mais pas le fantasme, ça peut bouger la réalité sociale. On peut le dire, au fond, Lacan l'attribue d'une certaine façon avec Freud. Il considère que la psychanalyse a introduit dans le monde, maintenant, on peut le dire, alors qu'elle existe depuis à peine... disons 120 ans, 120 ouais, à peine, 120 ans, c'est très peu. Elle a quand même entraîné des changements pour beaucoup de gens et une influence considérable en dehors de son propre champ dans les rapports du sujet à la sexualité, au réel, à la politique, à la littérature, et à tout ça. D'ailleurs, Lacan, il disait qu'il y a, en dehors de l'analyste, il y avait l'agitateur comme homme de vérité, il y avait l'agitateur politique et l'écrivain. Ouais. Et l'écrivain qui, par son style, modifie la langue. C'est ça. Donc, modifie les rapports au réel, forcément. Parce qu'il introduit des mots, il les utilise autrement. Des signifiants. Voilà. Bon, on arrête parce que sinon... Oui. Et maintenant, on peut passer aux questions. Si vous voulez poser des... revenir sur des points, parce que c'est tellement dense enfin, il y a des reliefs particuliers, on peut prendre les points sous des angles un peu différents. J'ai d'abord une question de préférence plutôt. Vous êtes arrivé à dire, je ne sais plus si c'était Patrick ou Christian, mais l'écrit est un savoir supposé sujet. Oui. Alors, ça a beaucoup de sens, mais je me demandais si c'était une déduction faite dans le développement que vous étiez en train de faire, ou si c'était aussi quelque chose que Lacan avait dit, ou... c'était très clair dans le développement qui avait cours. Non, mais moi je peux en parler parce que le terme est de Lacan. Hein. D'accord, donc oui. Oui, c'est une citation savoir de Lacan. supposé sujet. Oui, l'écrit comme savoir supposé sujet. J'aurais jamais pu inventer un truc pareil. Mais... non, mais écrit avec une telle assurance, j'aurais pas pu. Oui. En fait, j'aurais bien aimé que vous reveniez sur tous prolétaires, parce que quand vous en parliez, avec tout ce qui a été brassé aujourd'hui, je pensais au loup de Wall Street, à ces figures qui finalement seraient aussi des prolétaires eu égard au discours capitaliste ambiant, avec DiCaprio là-dedans qui je trouve est assez formidable. Mais je me posais aussi la question de ces rôles modèles, comme on dit au sens un peu anglo-saxon du terme, où vis-à-vis de sujets qui ont effectivement échoué à l'école, soit parce qu'ils étaient de quartiers dits difficiles, etc., où il y a très peu de désir et donc beaucoup d'échecs aussi, de par cette carence de désir, qui vont aller chercher ces rôles modèles dans des hyper-capitalistes comme ça, et qui tout en étant, alors sont-ils cela, le DiCaprio du loup de Wall Street, aussi des prolétaires, mais qui seraient des prolétaires qui jouent au père de la horde, quelque part. Ce sont des pauvres qui ont beaucoup d'argent, beaucoup trop d'argent. Mais ce sont effectivement des prolétaires, bien sûr, puisqu'ils n'ont pas de quoi faire lien social. Disons, il y a une... Dans la lecture de Marx, ça fait dans les Grundrisse et puis jusqu'à la fin de son œuvre, au début il y a
une forme de confusion avec la classe ouvrière, etc. Et puis petit à petit, en fait, mais c'est déjà annoncé dans les grandes 10, il y a le substanzlos subject, c'est-à-dire le sujet sans substance. C'est le sujet dont on parle en psychanalyse. C'est pour ça que Lacan va avoir une lecture extrêmement précise et rigoureuse de Marx, c'est-à-dire qu'il va comprendre en fait que le sujet sans substance, qui est originé dans le cogito cartésien, relu par Kant, puis par Hegel, puis par Marx lui-même, c'est la mise en scène progressive de cette notion de sujet qu'on va retrouver chez Lacan, thématisée de manière beaucoup plus sophistiquée, bien mieux cernée, mais en fait c'est un sujet vide, c'est-à-dire vide de toute détermination, puisque c'est ce qui échappe justement à la chaîne symbolique. Donc, dans le tous prolétaire, il peut dire tous là. C'est-à-dire que nous n'avons pas de possibilité de faire lien social. C'est important. Non, la définition, il n'utilise pas le terme de prolétaire au sens économique du terme. Hein. C'est au sens subjectivité, au sens où c'est un sujet qui n'a pas de quoi faire lien social avec les autres. Dans le discours du maître, quand il fonctionnait, il y avait des liens sociaux, même s'il y avait des structures de hiérarchie, hein, c'est sûr. Tandis que dans le discours capitaliste, on devient tous des employés. Hein. On est tous des employés, même moi, hein, employés du discours capitaliste, et on devient de plus en plus employé par ce discours. Alors, c'est très difficile de l'interpeller, ce discours, sans dire que nous, on en participe. Le désordre du monde, nous aussi, on collabore à ça. On est les employés de ce discours-là. Si on était des esclaves, on pourrait se révolter, mais c'est qu'on n'est même pas des esclaves. Les esclaves, ils avaient la possibilité de se révolter. Et d'ailleurs, c'était tellement vrai que le monde des maîtres ne pouvait exister que parce qu'il y avait des esclaves qui faisaient limite. Alors, dans notre monde, il n'y a pas ça. Hein. Alors c'est en termes. Et alors, Lacan va justement pointer cette histoire avec le discours analytique en disant, il introduit lui comme lien social, en particulier dans la cure, c'est dans la cure qu'il l'introduit, il parle de fraternité de discours. Hein. Il dit que l'analyste et l'analysant sont frères parce qu'ils sont tous ils sont fils du même discours, déjà dans la cure. Il y a un lien de fraternité, ce qui est quand même assez nouveau. Ça ne se dit pas comme ça. Et à ce moment-là, quand il pointe ce truc-là, c'est dans le séminaire au pire, il rappelle qu'après tout, c'est pas pour éviter, je dis ça, c'est pas pour éviter la lutte des classes, auquel il est sensible, et c'est pas non plus, c'est aussi pour vous dire que le patron, il est pas frère de l'ouvrier, hein. Et il parle que la cure est une possibilité de faire advenir dans une fraternité discrète un sujet nouveau, hein, quelque chose qui lui permet de surnager par rapport aux autres. Mais on a affaire aussi aux autres discours. Hein. La lutte des classes est toujours d'actualité. Là, on a une classe qui est médiocratique. Donc, ça a tous les sens du terme, c'est-à-dire, elle est médiocre, puisque ce sont des gens plutôt illettrés, alors qu'avant le pouvoir, il y avait quand même quelques personnes lettrées, mais ils font partie d'une classe qui, il ne faut pas croire à leur fausse brouille, etc. Ils s'entendent tous très bien, là, quand Miller reçoit Onfray, quand ils se parlent, il ne faut pas croire qu'ils sont ennemis, ils font partie de la même classe, en fait. C'est la classe des médiocrates qui jouent avec le pouvoir, ils se font recevoir comme ça, là, ils sont reçus à l'Élysée. Il y a la lutte des classes, et il y a encore. La seule manière de constituer justement un discours subjectif de prolétaire, aujourd'hui, c'est le discours de l'analyste. C'est de se retrouver dans cette position de fraternité. Le principe demeure, ça s'est déplacé. Aujourd'hui, c'est plus les ouvriers d'un côté, les patrons de l'autre. Les frontières ont bougé, mais la lutte des classes reste parfaitement d'actualité, puisque c'est la correspondance sur le plan collectif de l'écart sur le plan sexuel. Sur le plan purement, disons, subjectif, l'écart qu'il y a entre l'homme et la femme va se retrouver sur le plan de la lutte des classes. D'ailleurs, ça correspond à la même logique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas en parler sans être soi-même partie prenante de ce qu'on dit. On ne peut jamais en parler objectivement, puisqu'on fait toujours, a priori, partie de quelque chose d'où on parle.
Donc c'est le même principe que la lutte des classes. Mais il y a aussi quelque chose dont on parle peu, mais qui est quand même assez nouveau comme phénomène et qui est apparent depuis la montée justement de nos sociétés libérales, c'est l'extension du régime de l'irresponsabilité. Irresponsable. C'est quand même invraisemblable que des gens se trouvent à un poste, foutent le bordel ou produisent des dégâts considérables et on les case ailleurs. On appelle ça le pantouflage. Je dis ça par exemple au niveau du pouvoir. Mais disons qu'à l'époque, c'est une époque un peu mythique comme ça, on ne s'approchait pas des princes comme ça. Un intellectuel qui était introduit à la cour et qui déplaisait, il pouvait se retrouver en tôle, hein, lettre de cachet, ou un maître qui avait été dans un rapport de force avec quelqu'un d'autre, il pouvait être renversé, tué, enfin ça se passait comme ça. Il y avait des rapports très différents. Là, c'est l'irresponsabilité totale quand même. Hein. Mais cette irresponsabilité totale n'amène peut-être pas à une non-lutte des classes, finalement. C'est-à-dire que c'est cette bien sûr, lutte des classes il l'évacue. n'a plus lieu. Il l'évacue, oui. Mais elle est évacuée par ceux qui ont tout intérêt à ce qu'elle soit évacuée. Tout à fait. Mais il faut que les autres se rendent compte que la lutte repose sur leur capacité à faire du lien social, donc un lien de fraternité, à pouvoir partager un discours. À l'université maintenant, peut-être que ça a été toujours comme ça, pour obtenir son diplôme, il faut être le plus irresponsable possible. Hein, ben oui. En faculté de psychologie en particulier, pour avoir ces diplômes, non parce que je connais moins les autres, enfin, je peux redire la même chose, il faut absolument passer son unité de valeur ou son mémoire dans un jury qui est tenu où se trouve votre professeur et réciter le dernier bouquin qu'il a publié ou des articles qu'il a publiés ou qu'il met sur Internet pour être sûr d'avoir une bonne note. Si c'est pas un appel à l'irresponsabilité, ça c'est quelque chose. Hein. Voilà. Hein, moi, je le dis comme ça parce que c'est un peu regardé partout, alors on rappelle un peu quand on tire un peu la sonnette, parce que moi de toute façon j'ai rien à perdre, alors j'ai tout perdu. Le statut de l'objet en psychanalyse, c'est de toujours avoir été déjà perdu. Donc vous n'avez plus rien à perdre. C'est déjà perdu depuis longtemps. Bon, peut-être tu peux arrêter là. Nous, on peut continuer quelques questions, mais comme ça par rapport au montage, tout ça, c'est plus des formats qui conviennent mieux pour le montage et le travail de notre troisième compère qui œuvre dans l'ombre, qui d'ailleurs